Donc maintenant, nous allons passer à la prise en charge de l'ostéoporose post-ménopausique. Alors sachez que cette prise en charge est mondialement considérée comme étant insuffisante. Est-ce par peur des effets secondaires des traitements? Est-ce que c'est plutôt les difficultés des indications thérapeutiques? Parce qu'on va voir qu'elles sont complexes. Néanmoins, il y a eu des progrès concernant la stratégie et l'objectif, la définition de l'objectif thérapeutique. Alors déjà, il faut comprendre pourquoi allons-nous traiter cette ostéoporose. Vous savez, comme il y a augmentation de l'espérance de vie, indirectement, nous allons avoir une augmentation de la prévalence et de l'incidence de cette maladie. En ne la traitant pas, nous allons augmenter le coût de la santé publique qui va devenir de plus en plus élevé. La mortalité, suite à une année après fracture du col, nous allons avoir un décès sur 5 après une année de fracture du col chez la femme et un décès sur 3 chez l'homme. La morbidité, lorsque l'on ne traite pas une ostéoporose, nous allons avoir une dépendance à une tierce personne, l'augmentation de la dépendance, cette personne ne va plus vaquer à ses activités de vie quotidienne et aussi augmentation de la dépression. L'épidémiologie des fractures, nous avons vu qu'il y a une épidémiologie des fractures avec une plus grande prévalence chez la population caucasienne et le risque de refracture qui est un concept très important. Effectivement, ce risque de refracture a un effet dose et un effet temps. Effet dose, lorsqu'on fait une première fracture, on a plus de risque de faire une deuxième fracture, et ceci quel que soit le site de la fracture, que ce soit au col, vertèbre, humérus, bassin, qui sont considérés comme des fractures sévères. Mais également un effet temps, puisque après une première fracture, nous avons un risque relatif de faire une deuxième fracture multiplié par 5 au bout de 2 années après la première fracture. Et ce risque est encore plus important 6 mois après la première fracture. Alors, les mesures générales, vous les connaissez. Premièrement, la prévention des chutes et l'évaluation de leurs risques. Cette prévention de chute va passer par l'évaluation de la marche, l'équilibre, le traitement des troubles de la vision, la réduction du risque de chute à domicile, la diminution des médicaments inducteurs. Mais également, il y a un prototype qui est développé en Europe, qui est le port d'un protecteur de hanche, mais ce prototype est en discussion. L'exercice physique régulier en charge, il faudra faire des sports d'impact comme la marche, les exercices d'équilibre, la danse, le yoga. Correction des facteurs de risque pourvoyeurs d'ostéoporose surajoutés comme l'obésité, le diabète, l'insuffisance rénale, les traitements inducteurs cortisoniques, les anti-aromatases, les pansements gastriques. L'ensoleillement suffisant, une prise en charge multidisciplinaire chez le sujet âgé. Alors, en plus de ces mesures générales, nous avons la correction des carences vitamino-calciques et le traitement spécifique de l'ostéoporose. Alors, quelle est cette optimisation des apports vitamino-calciques? L'apport recommandé de calcium est de 1000 à 1200 mg par jour. Les sources alimentaires, c'est essentiellement le lait, les produits laitiers, l'eau minérale riche en calcium, les légumes verts, légumineuses, oléagineux, fruits et légumes. L'effet il est préférable de favoriser l'apport alimentaire, non pas l'apport synthétique. Il existe des questionnaires sur le net pour évaluer l'apport individuel alimentaire recommandé pour le calcium. Maintenant, en cas de surdosage par une supplémentation synthétique, on pourrait avoir des risques de lithiase rénale, d'augmentation du risque cardiovasculaire et des complications digestives. Quant à la vitamine D, l'apport journalier recommandé de 800 à 1200 unités pour atteindre une valeur circulante de la 25OH au moins de 50 nanomoles. Les sources alimentaires sont essentiellement les poissons gras, les œufs et paradoxalement, la vitamine D est très faiblement présente dans les produits laitiers. Les effets on sait que c'est une hormone ubiquitaire, donc ça réduit le risque de chute, les effets sur le muscle et le tissu osseux. Et par contre, on peut tomber sur l'effet inverse en cas de surdosage, en augmentation, le risque de chute et le risque de fracture. Ne pas oublier l'apport protidique qui doit être très important, notamment chez le sujet âgé. Alors, pour le schéma de supplémentation de la vitamine D, nous allons utiliser le schéma du groupe du GRIO, donc du groupe d'information sur l'ostéoporose.
qui recommande en cas d'insuffisance de donner 50 000 unités de vitamine D par semaine pendant 4 semaines et en cas de déficit inférieur à 1 nanogramme, de donner 50 000 unités de vitamine D par semaine pendant 8 semaines comme premier protocole d'attaque. Ensuite, ce protocole sera relayé par un traitement d'entretien à dose de 50 000 unités de vitamine D par mois. Alors, lorsque l'on optimise la vitamine D, nous allons avoir un gain de DMO de 1 à 2 et ceci chez les gens initialement avec un taux de vitamine D inférieur à 30 nanomoles par litre. Toutes les sociétés savantes suggèrent de privilégier des doses plus faibles à donner dans des intervalles les plus courts possibles. Alors, selon la disponibilité des formes galéniques, on peut, à travers ce schéma, imaginer d'autres schémas. Donc, si on a la 100 000 qui est disponible, en cas de carence inférieure à 25 micromoles, on va recommander 4 prises de 100 000 unités espacées de 15 jours. Et en cas d'insuffisance en vitamine D, 3 prises de la 100 000 espacées de 15 jours. Nous avons longtemps eu à disposition dans notre pays de la forme 200 000 unités. Et donc, la dose recommandée en dose d'attaque est de 200 000 par mois pendant 3 mois, puis un relais de la 200 000 chaque 3 mois qui paraît raisonnable. Alors, il est très impératif de corriger cette vitamine D, notamment avant l'initiation d'un traitement antirésorbeur qu'on verra après, puissant, type injectable en sous-cutané ou en IV, pour éviter les hypocalcémies, l'hyperparathyroïdie secondaire et l'augmentation du renouvellement osseux. Alors, vous l'avez vu dans la première partie, vous savez diagnostiquer. Maintenant, comment allons-nous traiter? Pour traiter, nous allons passer par 3 étapes successives chronologiques. Première étape, c'est de savoir, devant cette femme postménopausique, est-ce qu'elle est sujette à un traitement ou pas? Et dans ce cas-là, on va évaluer le niveau de risque fracturel. Deuxième étape, c'est énumérer les traitements qu'on a à disposition. Et donc, il faut connaître les différents traitements anti-ostéoporotiques, en plus de la supplémentation vitamino-calcique qui est quasi systématique. Et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle les séquences thérapeutiques, c'est de comprendre par quel traitement nous allons commencer et relayer par quel autre traitement. Alors, donc, les 3 étapes que je viens de vous dire, le but de ces 3 étapes, c'est d'atteindre ce que l'on appelle l'objectif thérapeutique dans l'ostéoporose. Et toute cette démarche rentre dans le cadre de la stratégie thérapeutique de l'ostéoporose. Alors, première étape, traiter ou pas. Alors, nous allons évaluer est-ce que c'est une patiente qui a un risque fracturel. Alors, soit nous sommes dans le haut risque, et là, nous allons traiter. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le haut risque? C'est les fractures sévères avant ou pendant le traitement. Un T-score au SCOL inférieur ou égal à moins 2,5 si l'âge est inférieur à 65 ans. Et un T-score inférieur à moins 2 si l'âge est supérieur à 65 ans et où c'est une personne qui fait des chutes fréquentes et la corticothérapie au long cours. Si nous sommes en présence d'un risque intermédiaire, nous allons nous aider de la DMO et à partir de la BMD et de la DMO, nous allons redéfinir la patiente comme étant haut risque. Si c'est un haut risque, nous allons traiter. Si c'est un bas risque, nous n'allons pas traiter par un traitement spécifique de l'ostéoporose. Et si nous sommes dans le bas risque, nous n'allons pas traiter la patiente par un traitement spécifique de l'ostéoporose. Ceci veut dire que vous voyez, pour traiter un patient, nous n'avons pas besoin obligatoirement d'une DMO. Alors maintenant, qui traiter? Alors, on le sait, le choix du traitement va dépendre de l'âge. Nous n'allons pas traiter une patiente jeune comme on traite une patiente âgée, de l'existence ou non de fracture et aussi du type de fracture. Alors, on considère que la fracture du fémur, des vertèbres, de l'humérus, du bassin et du tibia sont considérées comme des fractures sévères. Et quand on parle de fracture non sévère, c'est la chef de file de ces fractures, c'est la fracture de l'extrémité inférieure du radius. Et aussi, donc voilà. Donc ça, c'est la différence entre fracture sévère et non sévère. Et le choix du traitement va dépendre aussi du score de la densité minérale osseuse. Alors, en cas de fracture sévère, on est au niveau de cette case rouge. Alors, en cas de fracture sévère, un traitement est recommandé en cas d'un T-score inférieur ou égal à -1. En cas de fracture non sévère, le traitement est recommandé en cas d'un T-score inférieur ou égal à -2. Et en absence de fracture ou en présence de facteurs de risque d'ostéoporose, le traitement est recommandé pour un T-score inférieur ou égal à -3.
Alors, dans certains cas plus difficiles, nous avons recours au spécialiste qui est le rhumatologue. Je vous donne des exemples. La survenue d'une fracture sévère avec une DMO normale, c'est assez fréquent dans notre pratique courante. Et quand on discute le traitement anti-ostéoporotique chez une patiente jeune. Alors, on voit que c'est quand même des indications qui sont assez complexes pour un médecin généraliste. Je vous l'accorde. Donc, maintenant, deuxième étape, quel traitement? Alors, nous avons deux catégories de traitements. Soit nous allons lutter contre les destructeurs de l'os, donc les ostéoclastes, et on appellera ça les antirésorbeurs. Soit nous allons stimuler les ostéoblastes et on parlera de la deuxième catégorie qui est les anaboliques ou les ostéoformateurs. Dans cette grande famille des antirésorbeurs, nous avons les membres de cette famille sont les bisphosphonates. Ces bisphosphonates existent en voie orale et par voie injectable. Pour les voies orales, on a l'alendronate, le risédronate. La prise est de 70 mg par semaine et 35 mg par semaine. Et la voie injectable, c'est l'acide zolédronique qui est dosé à 5 mg qu'on donne annuellement en intraveineux. Deuxième antirésorbeur, c'est une biothérapie que l'on appelle le denosumab. C'est un anticorps anti-rancligant et le dosage est de 60 mg chaque 6 mois en sous-cutané. Nous avons aussi les SERM avec donc la molécule des SERM connue qui est le raloxifène. C'est des modulateurs spécifiques des récepteurs en oestrogène et c'est recommandé chez la femme de moins de 70 ans à une dose de 60 mg par jour en oral. Les traitements œstrogéniques substitutifs avec ou sans progestatif sont aussi donnés par voie orale. Alors, l'anabolique disponible en Algérie, le seul, s'appelle le tériparatide. C'est une séquence active du 1,34 de la parathormone humaine et ça se donne à 20 microgrammes par jour en sous-cutané. Alors, un mot sur un autre ostéoformateur qui n'est pas disponible chez nous, qui est en attente d'AMM en Europe du fait de sa tolérance cardiovasculaire, mais qui est utilisé depuis au moins 3 ans aux États-Unis et au Japon. C'est le romosozumab, qui est un anticorps monoclonal anti-sclérostine. Cette molécule va cibler les ostéocytes, car on le sait, c'est les cellules les plus fréquentes dans le tissu osseux et donc contrôlent l'ensemble du remodelage. Alors maintenant, une fois qu'on a énuméré ces différents traitements, combien de temps allons-nous traiter? Vous allez voir que c'est des thérapeutiques qui se donnent au long cours. Alors pour les bisphosphonates péros, c'est 5 ans. Pour l'acide zolédronique, c'est 3 ans. Le tériparatide, 2 ans. Le denosumab, 3 ans. Le romosozumab, 1 an. Le raloxifène, 2 à 3 ans. Et le traitement hormonal de la ménopause, 2 ans. Tout en sachant que le traitement hormonal, lorsqu'il est arrêté, nous avons une perte osseuse transitoire à l'arrêt du traitement. Donc, voici les durées des différentes séquences thérapeutiques de ces traitements. Alors, combien de temps les traiter? Déjà, lorsqu'on garde la durée suffisante, ça, c'est un indicateur indirect de la persistance et donc de l'efficacité. Mais également, qui dit traitement au long cours, on doit parler de la tolérance. Et la tolérance, c'est essentiellement les effets secondaires de ces traitements. Alors, nous allons énumérer les principaux effets secondaires et vous allez voir qu'ils sont très, très rares. Donc, premier effet, c'est l'ostéonécrose de la mâchoire, qui est souvent cité pour les traitements antirésorbeurs. Et bien, sachez que l'incidence est de 2,5 sur 10 000 patients au bout de 6 ans de traitement par alendronate et de 5,2 sur 10 000 patients au bout de 10 ans de traitement par denosumab. Et ce risque, le risque zéro n'existe pas puisqu'il est de 1,1 sur 10 000 patients pour une population non traitée par traitement anti-ostéoporotique. Autre effet secondaire des antirésorbeurs, qui est la fracture atypique de la diaphyse fémorale. L'incidence augmente avec la durée du traitement. Il est de 0,03 à 0,05% pour les bisphosphonates et 0,01% pour le denosumab. Alors, un effet très particulier à une molécule, rappelez-vous, c'est l'antirancligant qu'on appelle l'effet rebond à l'arrêt du denosumab. Alors, contrairement au denosumab, les bisphosphonates ont un effet rémanent dans l'os. Ils gardent leur effet très longtemps dans l'os. Et ben, lorsque l'on arrête un traitement au bout de la fin de la séquence du denosumab, nous avons un risque de réaugmentation de la résorption osseuse au cours de l'année après le traitement et donc d'une perte du gain DMO à 1 à 2 ans à l'arrêt du traitement. Et cette perte osseuse semble être proportionnelle à la durée du traitement. Alors, comment pallier à cet effet?
L'arrêt de cette thérapeutique doit être programmé. Et nous allons relayer ce dénosumab dans les 6 mois après la dernière injection par une injection d'un bisphosphonate. Soit ça va être une injection unique de zoledronate en IV ou bien du bisphosphonate oral pendant 6 mois. Et il serait intéressant d'évaluer le dosage des marqueurs de remodelage le 6e et le 9e mois après l'arrêt en cas d'injection de zoledronate. Alors, il faudrait savoir que chez une femme âgée très à risque de fracture, l'interruption n'est pas envisagée compte tenu des bonnes données de tolérance de cette molécule au long cours. Nous passons à la 3e étape qui est celle des séquences thérapeutiques. Commençons-nous par un ostéoformateur ou un antirésorbeur. Si la fracture vertébrale et la DMO est basse et que la fracture est dite axiale, vertébrale, il est préférable de commencer par un agent ostéoformateur. Lorsqu'il existe des fractures vertébrales ou que le risque paraît essentiellement vertébral sur la base des données densitométriques. Alors, les études ont montré que lorsque l'on débute un agent ostéoformateur suivi par un antirésorbeur, c'était une séquence plus efficace que si l'on avait commencé par un antirésorbeur seul, je vous rappelle, pour une fracture de type vertébral. Et ceci pour la réduction du risque de récidive fracturaire chez des patientes ayant déjà eu des fractures vertébrales. En revanche, pour la fracture périphérique et chef de file de cette fracture, c'est la fracture du col, il est recommandé en première intention de donner un antirésorbeur, l'acide zoledronique en première intention. Alors, donc pour rappel, les bisphosphonates ont une très bonne rétention au niveau de l'os. C'est ce qui fait qu'ils restent très actifs après l'interruption du traitement. Les deux ostéoformateurs, teriparatide et romosozumab, il est recommandé de prendre un relais avec un antirésorbeur afin de maintenir le bénéfice densitométrique et antifracturaire. Et rappelez-vous, l'arrêt du denosumab doit être anticipé car il y a une réascension de la résorption à son arrêt et donc à l'introduction d'un traitement antirésorbeur dès la réopération d'une activité ostéoclastique. Et ce point doit être expliqué aux patients avant l'initiation du traitement. Alors ça, c'est de la théorie, mais en pratique, est-ce que c'est facile de commencer par un ostéoformateur systématiquement? Non, en pratique, c'est un peu plus délicat puisque si nous avons des contre-indications à l'ostéoformateur, une néoplasie récente, un âge avancé, une mauvaise observance, rappelez-vous, c'est des injections sous-cutanées que la patiente doit prendre quotidiennement pendant 2 ans. Donc, il faudra vraiment vérifier l'observance. Lorsqu'on a, par exemple, des cas litigieux où la DMO est très basse aux 2 sites, ou lorsque l'on n'a pas de fracture vertébrale. Et bon, en Algérie, les traitements sont gratuits, mais sachez que dans les pays développés, les traitements, par exemple pour le teriparatide, il est remboursé. Au bout, il faudrait avoir au moins 2 fractures vertébrales pour le remboursement, ce qui peut freiner l'utilisation de ces traitements. Alors, après ces 2 étapes, on avait comme objectif d'atteindre un objectif thérapeutique. Quel est cet objectif? Alors, ces traitements sont tous efficaces. Toutes les courbes de régression des essais cliniques et des différentes études ont prouvé que tous ces traitements cités sont efficaces sur l'ostéoporose. Ils permettent de diminuer le risque de fracture vertébrale de 50 à 70% et de l'extrémité supérieure du fémur de 30 à 50% et aussi de diminuer le risque de fracture périphérique. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on peut arrêter notre séquence et que le traitement a été efficace? Déjà, l'absence de fracture en cours de traitement, la stabilité de la DMO et pas de diminution significative de la DMO avec une BMD supérieure ou égale à 0,03 g par centimètre carré, et la correction, stabilité des facteurs de risque préexistants et l'absence d'apparition de nouveaux facteurs de risque. Alors, l'objectif final en fin de séquence thérapeutique, c'est de calculer le T-score en fin de traitement. Alors, à l'échelle individuelle, nous pouvons dire que lorsque la DMO s'améliore chez une patiente, son risque fracturaire diminue. Et l'augmentation de la densité fémorale de 2 à 6% entraîne une réduction du risque fracturaire vertébral de 28 à 66% selon les études et du risque de fracture du col de 16 à 40%.
Alors, lors de l'arrêt d'un traitement, il faudrait préconiser une discussion. Le paramètre le plus utile qui nous paraît à ce jour, c'est le calcul du T-score final. Plus le T-score final augmente en fin de traitement, moins le risque fracturaire sera présent à l'arrêt de ce traitement. Donc, on va faire une première DMO au début. On refait une deuxième DMO, on évalue, on pourrait même être amené à changer la thérapeutique ou la classe thérapeutique si l'efficacité est jugée insuffisante. Et surtout, voilà l'intérêt de la DMO en fin de séquence ou fin du traitement pour savoir si le traitement a été efficace ou pas et si l'on peut relayer par un autre traitement. Place de l'éducation thérapeutique dans l'ostéoporose. Vous le savez, le TP est actuellement reconnu comme étant un traitement non médicamenteux à part entière. Il nécessite un suivi personnalisé par un médecin ou le plus souvent une infirmière qui soutient le patient, l'éduque sur la maladie et sa prise en charge et l'encourage à prendre correctement son traitement à long cours. Une réévaluation est nécessaire, régulière de l'observance et de la tolérance du traitement. Le patient doit être activement impliqué et il faut expliquer l'intérêt et les potentiels effets secondaires de ces traitements. Certains auteurs recommandent d'utiliser un carnet de suivi médecin-pharmacien. Et il faudrait aussi évaluer le degré d'inhibition de la résorption osseuse au cours du traitement par le dosage des marqueurs de remodelage et aussi quantification du nombre d'ostéoclastes. Alors, on l'avait dit tout au début, malgré cette efficacité prouvée, ce traitement reste insuffisant. Alors, essayons de dégager maintenant quelques pistes pour améliorer le dépistage. Alors, selon le rapport 2021 de cette année du système national français sur les données de santé sur l'ostéoporose, 3 mois après une fracture, seuls 2% des patients auront réalisé une DMO. Et parmi ces 2%, seulement 11% bénéficieront d'un traitement adapté. Vous voyez que c'est très, très peu. La plupart des fractures surviennent chez les femmes ayant un T-score supérieur à moins de 2,5. Ça nous rappelle que la DMO est un examen faiblement sensible. Donc, le dépistage ne serait pas intéressant de le faire chez toute femme qui vient de faire sa ménopause, mais plutôt chez des femmes assez âgées, entre 70 et 85%. D'autres auteurs recommandent de faire ce dépistage en quantifiant les vertèbres à travers les différents scanners thoraciques abdominaux que les patients font au cours de l'année. Et aussi, ce dépistage son amélioration passe par ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, la formation et l'implication du médecin généraliste, qui est un élément important dans l'initiation du traitement. Lorsqu'on parle de prise en charge, on parle d'une prise en charge pharmacologique, mais également chirurgicale. Un petit mot. Alors, pour les fractures vertébrales, il y avait une technique qui s'est répandue à un moment donné qu'on appelait la vertébroplastie. Pas de preuve de son efficacité. D'ailleurs, la American Society for Bone and Mineral Research avait recommandé en 2019 l'arrêt de son usage. L'équipe allemande préconise beaucoup plus donc un traitement mini-invasif en utilisant des vis, des plaques et des gestes locaux. Et qui dit traitement chirurgical dit prothèse totale de hanche, qui est la fracture la plus répandue du sujet âgé. Alors, pour conclure, nous avons vu, il faudrait, devant toute patiente postménopausique, évaluer son risque fracturaire et distinguer les fractures sévères, fémur, rachis, bassin, des autres fractures. Il faudrait adopter une stratégie thérapeutique. Cette stratégie va passer par définir les séquences. A priori, pour une fracture axiale, favoriser un anabolisant en premier, fracture périphérique, un antirésorbeur en premier. Tout ceci pour obtenir un gain densitométrique et considérer l'augmentation du T-score comme la cible thérapeutique en fin de traitement. Alors, malgré la mise en place et la disposition de traitements efficaces, la prise en charge de l'ostéoporose reste très insuffisante. Et pour cela, il faudrait définir des pistes d'amélioration de sa prise en charge en insistant sur le risque imminent de fracture, où la prise en charge doit être au moment de la fracture et qui est considérée comme la meilleure fenêtre préventive de la récidive fracturaire. Ces concepts de séquence et de cible thérapeutique et aussi en améliorant le dépistage. Et je vous remercie de votre attention.